Donc, une journée consacrée à l'intelligence artificielle et le tourisme. Merci d'être avec nous cet après-midi. Donc, Jean-Bernard nous a présenté les différents intervenants. On parle d'intelligence artificielle, mais néanmoins, on va rester assez pragmatique avec nos différents intervenants. Première question qui est collégiale, mais si vous n'arrivez pas à répondre, je vais désigner quelqu'un. Où en est l'intelligence artificielle et le tourisme aujourd'hui, d'un point de vue peut-être technologique d'abord, et puis d'un autre point de vue plus pratique, et là, je vise Michel Chevillon en particulier. Ouais. Oui, Marion. Alors, moi, je peux m'exprimer de l'intelligence artificielle dans le voyage, en général. Moi, je dirais qu'il est émergent. C'est-à-dire qu'on est sans doute pas aussi avancé que dans certains... Par exemple, si on prend le domaine du retail de produits de voyage, on n'est sans doute pas aussi avancé que Netflix, Amazon et ces acteurs-là dans le domaine du voyage. Nos clients commencent à s'y intéresser. Mais il y a des défis spécifiques liés aux produits de voyage qui font que voilà, ça commence à émerger. Votre voisine ? Oui, alors du point de vue technologique, en fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut voir ça un petit peu comme une boîte à outils. Dedans, on va trouver du traitement du langage, on va trouver du traitement du signal, compréhension de la voix, traitement des images. Dans le domaine du tourisme, la traduction est un élément assez important qui peut être clé dans l'ouverture d'une destination à des nouveaux publics. Donc voilà, un ensemble de technologies qui sont de plus en plus matures, mais effectivement du point de vue des usages, c'est là où il y a encore beaucoup à faire et beaucoup de développement à voir émerger dans les années qui viennent. Je pense que ça parle à David Simplot. Oui, je pense que l'intelligence artificielle et le numérique en général ont envahi tous les secteurs, et les secteurs du tourisme en particulier. Enfin, quel est le point commun entre Netflix, Amazon, Deezer et Booking? Ce sont les systèmes de recommandation. C'est-à-dire qu'en gros, derrière, on a une technologie qui, chez Amazon, va recommander des achats de livres ou peu importe, en fonction de l'historique et puis d'une catégorisation des clients. Chez Deezer, on va vous faire de la recommandation de morceaux. Vous avez aimé tel morceau, on va vous recommander tel morceau. Et dans le tourisme, c'est pareil. Booking utilise des systèmes de recommandation. Et je voulais insister sur le fait que c'est une technologie d'intelligence artificielle qu'on appelle les systèmes de recommandation, qui était popularisée surtout grâce à Netflix, il y a quelques années, et c'est une technologie qui marche quel que soit le secteur. Et donc on peut l'utiliser pour le tourisme, pour les livres, pour importe, mais également pour des applications un peu inattendues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut faire du criblage de molécules pour faire la pharmacie, eh bien, le système qui consiste à dire telle molécule a marché sur telle pathologie, donc elle va marcher sur telle autre pathologie, c'est exactement le système qui est avec des livres et puis des clients. C'est exactement le même système. Et puis c'est aussi une technologie qui peut servir pour des choses un peu moins sympathiques, c'est-à-dire que lorsque vous faites du profiling de personnes en fonction de patterns de mouvement sur les réseaux sociaux ou autres, et qui va vous faire en sorte que tous les matins, le président des États-Unis a sur son bureau une liste de personnes cibles qu'il faudrait peut-être intercepter ou autre, et bien ce sont les mêmes systèmes de recommandation. Et on est très près de ce qu'on voit dans certaines séries, comme Person of Interest, si vous connaissez cette série, où on vous dit oui, telle personne elle va commettre un crime, etc. Et on serait étonné de la fiabilité déjà des algorithmes. Donc mon message, c'est de dire, sans qu'on le sache, aujourd'hui, quand je fais une réservation Booking, quand je fais une réservation autre, et bien derrière, il y a des systèmes de recommandation, et ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et je ne parle pas de la traduction, puisque effectivement, aujourd'hui, les avis sont traduits automatiquement. Il y a effectivement une spécificité de tourisme, parce que lorsqu'on vend un livre ou un film, le livre, il n'évolue pas dans le temps. Alors que l'offre de tourisme, elle évalue en permanence. Et puis l'offre de tourisme, c'est pas seulement une destination, c'est une destination et des activités. Et savoir collecter l'ensemble des activités qui existent sur un site, savoir juger si c'est pertinent, quels sont les avis qu'ont donné les internautes, savoir sur un texte donné, savoir est-ce que c'est un texte positif ou est-ce que c'est un texte négatif, savoir détecter les fausses annonces, etc., enfin les faux avis, etc. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et là, on a un vrai challenge par rapport à cette technologie
enfin, pour lesquelles je disais que ça marchait plutôt bien, qui sont déjà envahissantes, ben là on a un défi, c'est de faire du mining d'Internet. Donc on a des technologies, hein, je vais parler de web sémantique ou autre, pour aller sur Internet chercher des avis sur des lieux, sur des activités, et pour aider à faire ces systèmes de recommandation. Oui. Non, juste pour rebondir, effectivement, il y a des spécificités du voyage, et un des spécificités, c'est que le produit de voyage, il est périssable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a booké un vol qui a eu lieu dans le passé, maintenant c'est jamais le même vol même si c'est la même destination. Donc ça, c'est aussi, ça introduit. Finalement, on a moins de points de données que sur des produits, un livre ou quelque chose comme ça, qui va être le même quand on va l'acheter. Il y a un autre domaine aussi où l'intelligence artificielle est en train de s'appliquer et suscite beaucoup d'intérêt, c'est les opérations. Par exemple, les compagnies aériennes. On parlait de quelqu'un qui attendait là pour son vol, mais par exemple, être capable de prédire les disruptions des vols en fonction du temps, de l'aéroport, de tout un tas de facteurs. C'est aussi un secteur où l'intelligence artificielle s'applique de plus en plus. Peut-être avant d'aller un peu plus loin sur ce qu'on va pouvoir faire demain, j'aimerais bien avoir l'avis des terrains, Michel Chevillon et puis du coup Jean-Patrick aussi, sur comment vous le vivez au quotidien. Moi, je le vis toujours très bien, vous le savez. Justement. Tout d'abord, puisque vous parlez d'intelligence artificielle, lorsque M. Titz m'a demandé de venir, avec ma seule intelligence personnelle, je me demandais s'il serait à la hauteur de pouvoir discuter avec vous, parce que je pense que l'humain, c'est quand même aussi quelque chose qui est important dans le tourisme. Je voudrais dire 3 choses là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, le numérique et le digital a complètement changé la donne en matière de tourisme. On a par contre tendance à oublier la partie la plus importante de ce qui est aujourd'hui, ce qui fait le tourisme, c'est le client. Le client aujourd'hui, fondamentalement, il prépare son voyage. Une fois qu'il l'a préparé, il le vit, il veut une expérience. Il n'achète plus une chambre d'hôtel, une clé d'hôtel, il veut vivre quelque chose de A jusqu'à Z. Il peut effectivement acheter des circuits ou acheter des billets d'avion, mais il veut, lorsqu'il fait dans ce processus, il y a une véritable, je dirais, un point important pour lui, c'est vraiment de vivre quelque chose de particulier. Et puis ensuite, à la fin de son voyage, il va échanger, il va donner son avis sur ce voyage, ou sur l'hôtel, ou en tout cas sur ce qu'il aura vécu. Donc le client reste pour nous, in fine, la chose la plus importante à, je dirais, contenter et en tout cas à satisfaire. Je crois que la satisfaction, c'est le point numéro 1. Le client ne rachètera pas une destination s'il n'est pas satisfait. Ce qui est surtout aussi important, c'est l'humain dans la relation qu'il va avoir à l'occasion de ces séjours. Je pense que dans une expérience, lorsqu'on est un être humain, on a des outils, on les utilise parce qu'ils facilitent la vie ou parce qu'ils permettent d'aller plus vite dans la recherche de ce qu'on cherche. Mais il y a aussi une chose, c'est que lorsqu'on rentre chez soi, on se souvient d'hommes et de femmes qui étaient grands, petits, gros, maigres, qui parlaient leur langue et qui surtout ont répondu à leurs attentes. Et je crois qu'il faudra, dans le savant mariage qu'il faudra combiner et faire pour que l'intelligence, je dirais aujourd'hui, telle qu'elle est, et en tout cas la manière dont nous vivons notre métier, et l'humain reste dans un juste équilibre. Car si on déséquilibre, bien entendu, cette réalité, je crois que quelque part, le client, qui est au sommet de la pyramide, ne comprendra pas toujours ce qu'il a véritablement vécu. Jean-Patrick ? Comment on vit ça, donc? C'est ça? Comment on vit ça? Alors, de manière assez lointaine pour l'instant. Et la première raison, c'est qu'au-delà de l'intelligence artificielle, l'institutionnel français, en matière de tourisme, se pose toujours la question aujourd'hui de quel est son métier. Question que ne se posent pas les opérateurs, les nombreux opérateurs que vous avez cités. Et cette révolution numérique, entamée il y a quand même de nombreuses années et avant même l'introduction de ces technologies, en sont la principale cause, traditionnellement orientée vers l'accueil et l'information, mais aussi extrêmement important en matière de promotion. On a compris en revanche
pour que la majorité des destinations, que la partie de commercialisation avait quelque peu échappé aux offices de tourisme. Est-ce que c'est réellement notre métier ou pas, en fait? En tout cas, il y a tout un tas de questions qui se posent sur d'abord la valeur ajoutée de l'institutionnel dans la chaîne de valeur, tout simplement du tourisme, bien trouver notre place et en fait mettre les technologies au service de ces métiers-là. Effectivement, Michel le disait, c'est un réseau essentiellement qui repose essentiellement sur de l'humain. Peu d'acteurs qui sont développeurs de technologies et même, de ce que j'en sais, assez peu d'acteurs qui arrivent à faire une collaboration de co-construction avec des acteurs purement technologiques dont le métier est d'aller chercher, dont le besoin serait d'aller chercher des expertises métiers et du côté de l'institutionnel d'aller chercher une expertise techno qui puisse s'appliquer à ces business models. Et en réalité, là, je pense que la première vague importante de digitalisation du secteur, au moins celui de l'institutionnel, nous a obligés à nous reposer toutes ces questions, nous positionner face aux géants du numérique que vous connaissez tous, les Booking, les Expedia, mais même les apporteurs d'audience, tels que Google ou Facebook, pour ne citer qu'eux. Et je crois qu'on commence un tout petit peu à sortir de ce premier cycle-là de digitalisation, ce qui va nous apporter en fait des éléments qui sont très importants et qui seront le socle de tout développement à venir, c'est-à-dire particulièrement bien définir notre place dans la chaîne de valeur. Et une fois que ce sera fait, je ne doute pas je ne doute pas de la capacité de ce réseau-là, depuis les offices de tourisme jusqu'aux régions, à pouvoir se saisir de ces technologies et être plutôt dans une logique de co-construction, car on se rend compte qu'il y a tout à inventer en fait. Hélène, je vous voyais opiner du chef, ce que disait Jean-Patrick. Oui, tout à fait. Alors, on est complètement dans une logique, effectivement, de collaboration entre l'humain, le conseiller en séjour, par exemple, dans un office de tourisme, et puis les technologies d'intelligence artificielle qui sont vraiment que des outils au service de la relation humaine qui est le cœur du tourisme. Et pour rebondir sur un exemple, par exemple, d'un conseiller en séjour qui veut être le meilleur conseil par rapport à ce qui est un petit peu chaud, enfin ce qui se passe dans sa ville, il y a toutes les informations qu'il a parce que voilà, il y a des bases de données qui sont renseignées, etc. Mais il y a toutes les informations informelles en fait il y a un événement Facebook qui a été lancé à tel endroit de la ville et puis ça marche super bien, il y a plein de gens à cet endroit-là et peut-être que l'office de tourisme n'a pas été informé par ses canaux habituels, mais par contre, s'il a des outils qui regardent, qui surveillent les réseaux sociaux et qui vont lui envoyer l'information, eh bien, il va être force de proposition par rapport et conseil par rapport à d'autres personnes, des jeunes qui arrivent et qui disent où est-ce que ça bouge ce soir. Ah bah justement, il y a un truc là à tel endroit de Villeneuve-Loubet, c'est l'endroit où il faut être absolument ce soir. Donc c'est vraiment l'utilisation de ces technologies au service d'une relation client et on le voit dans d'autres secteurs. Là on parle du tourisme aujourd'hui, mais si on se projette par exemple dans le secteur de la santé, ça va être la même chose. On a l'expert qui est le médecin, mais il va utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour être plus efficace, pour être de meilleurs conseils par rapport au diagnostic du patient qu'il a en face de lui. C'est la même logique. Oui, Monsieur Marion. Je voulais aussi rebondir sur ce qui a été dit parce que effectivement, on s'aperçoit aussi qu'il y a tout un pan du tourisme qui est encore très peu digitalisé. Et l'intelligence artificielle, c'est le data-driven. Donc, pour faire du data-driven, il faut qu'il y ait de la data. Donc, il faut qu'il y ait une digitalisation. Donc, par exemple, dans l'activité les activités à destination. Donc par exemple, je ne sais pas, le loueur de kayak de la plaine du Var ou quelque chose comme ça, 80% des fournisseurs d'activités dans ce domaine-là sont offline, c'est-à-dire qu'ils travaillent qu'avec le téléphone. Et c'est là où l'analyse des besoins est très importante parce que nous, on est en train de travailler avec eux justement parce qu'on s'est rendu compte que les systèmes de booking qui existent pour ces fournisseurs d'activités ne sont pas adaptés aux besoins de ces petits acteurs. Donc on est en train de travailler avec eux pour développer une solution de booking qui n'est pas intelligente au sens intelligence artificielle, mais qui est juste là pour les amener vers plus de digitalisation, leur fournir des solutions qui sont
à la fois aussi flexible que le téléphone, mais en même temps avec les avantages de la digitalisation, comme le paiement intégré, des choses comme ça. Et c'est un pas nécessaire à faire avant de parler de solutions compliquées d'intelligence artificielle ou des choses comme ça. Oui, David. Juste une réaction par rapport à l'humain. Je pense que évidemment, il faut que l'humain soit au centre des préoccupations. Et moi, je milite pour qu'on n'oppose pas usage et technologie. Je pense que nos acteurs de la grande distribution française ont comme préoccupation principale de servir le client, que le client puisse avoir à moindre coût des biens de consommation qui conviennent à ses besoins. Et en même temps, aujourd'hui, les acteurs de la grande distribution n'ont pas anticipé les modifications qu'il y a eu, notamment avec Amazon, Alibaba, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte. Moi, je viens de Lille. C'est pas grave, ça va bien se passer. Je viens de Lille, le berceau de la grande distribution française, berceau de la VPC, vente par correspondance. Comment se fait-il qu'Amazon ne soit pas français ? C'est parce que les acteurs de la grande distribution, les acteurs de la VAD, ça s'appelle aussi vente à distance, ont vu la technologie, l'intelligence artificielle entre autres, ont vu la technologie comme étant un outil, et donc ils se positionnent comme consommateurs d'une technologie qui est faite ailleurs. Alors que Alibaba et Amazon, eh bien, la technologie est au cœur de leur business. C'est-à-dire qu'ils ont intégré la technologie et ils la maîtrisent. Donc, c'est-à-dire que c'est eux qui décident leur avenir. Donc moi, la question que je me pose, c'est qu'on peut décider de faire du tourisme sans intelligence artificielle. Il y avait d'ailleurs un grand patron d'une plateforme de vidéo à la demande française qui avait dit « Je ne crois pas en l'éditorialisation, culturelle par les algorithmes. Là, le contenu culturel doit être fait par les humains. » Cette plateforme, vous regardez le nombre d'utilisateurs, il n'y en a qu'une, c'était la première. Le nombre d'utilisateurs, eh bien, c'est négligeable par rapport à ce qu'il peut y avoir dans d'autres plateformes. Parce que une fois qu'on a fait le tour de ce qu'on nous propose dans les films, j'étais abonné chez eux, ça tourne en rond. Et quand vous allez voir d'autres plateformes qui utilisent des algorithmes, eh bien, ce qui n'empêche pas d'avoir un contenu qui est poussé par l'être humain. Il faut pas opposer. Et bien là, c'est beaucoup plus riche. On découvre des choses et c'est intéressant. Donc moi, mon propos là, il est de dire, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'il faut être pour ou contre la technologie. La technologie, elle est neutre. La question, c'est est-ce qu'on veut maîtriser cette technologie et demain avoir le choix. Parce que si demain, un grand acteur du tourisme n'est pas français, ce sont ces plateformes technologiques qui vont orienter nos choix. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir le choix lorsque vous faites une requête sur un moteur de recherche ? Est-ce que vous n'êtes pas certain que derrière, il n'y a pas des intérêts qui vous orientent vers un certain nombre de choix quand vous casse des choses ? Mais si demain, la plateforme pour faire du tourisme, on ne la maîtrise pas, c'est cette plateforme-là qui va choisir pour nous, et les petits acteurs dont on parlait à l'instant, ils ne seront pas proposés. Donc moi, ce pourquoi je milite, en tant que directeur d'un centre INRIA, c'est de dire la technologie, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir l'utiliser à la bonne escient. Par contre, il faut la maîtriser. Et cette maîtrise, eh bien, on a un certain nombre de technologies chez nous et on souhaite les proposer à nos partenaires industriels. Oui, Maria. Moi, je pense qu'il y a... je suis complètement d'accord qu'il ne faut absolument pas opposer la technologie et l'humain. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités pour améliorer l'expérience humaine grâce à la technologie. On parlait des géants comme Netflix, je suis désolée, mais moi, en tant que consommateur, l'expérience Netflix, elle est superbe. L'expérience utilisateur qu'a amené un Uber, je suis désolée, mais elle est sans commune mesure avec ce qu'il y avait avant. Et monsieur, vous parliez de l'expérience de voyage. Effectivement, c'est ce qu'on recherche. Quand on voyage, c'est avoir de l'expérience, des souvenirs et des émotions. Et donc, nous, aujourd'hui, là où on voit le plus d'applications pour l'intelligence artificielle dans le voyage, c'est vraiment que le consommateur ou le voyageur puisse se concentrer au maximum sur le plaisir du voyage et l'expérience du voyage, et que toute la partie préparatoire, toute la partie d'attente dans les aéroports, toute la partie liée aux inconvénients liés à la disruption, par exemple, soit minimisée. Donc, maximiser l'expérience et minimiser
ce qui est aujourd'hui la partie obligée, quoi, mais dont on se passerait parfois. Oui, Hélène. Et peut-être pour aller en complément encore dans le même sens, on parle d'expérience utilisateur, on disait en préparation du voyage, pendant le voyage et après le voyage. Moi, j'ai un exemple d'un partenaire basé à Madrid qui s'appelle Red Skios et qui a utilisé les briques technologiques d'IBM pour faire un assistant virtuel à la personne en séjour, c'est-à-dire pendant qu'elle est sur place, ils ont créé un assistant virtuel qui permet d'avoir hors des horaires d'ouverture d'un office de tourisme, du conseil sur aider à avoir un petit peu du contenu culturel lié à l'endroit où sont les gens à cet endroit-là. Donc ça a été fait à Lanzarote et maintenant, ce partenaire-là est en train de vendre ça à d'autres destinations. C'est-à-dire qu'on a un acteur là du tourisme, une start-up, qui a créé un business à partir de briques d'intelligence artificielle, mais en les mettant en contexte d'un besoin utilisateur d'un voyageur en séjour. Et ce qui moi, m'époustoufle, c'est qu'ils vont même plus loin que ça. On parle d'expérience utilisateur et de créer des expériences et de partager ces expériences. Ils ont une idée, ce partenaire, de dire, mais on va déléguer en fait aux personnes locales qui connaissent la destination comme leur poche puisqu'ils y vivent au quotidien pour la création de ces expériences. Et donc, jusqu'au point de dire, quand moi, en tant qu'habitant d'une ville, je crée une expérience et je la partage avec la communauté, je vais être payé pour ça. Donc, je vais gagner 1 euro, 2 euros par expérience créée. Et donc, il y a une incitation à la création de contenu communautaire et qui a une puissance de création bien plus importante que, alors je ne sais pas combien il y a de personnes conseillées en séjour dans un office de tourisme, mais c'est forcément une équipe limitée. Donc si on commence à déléguer ça à la population et à des gens qui peuvent fournir du contenu et y trouver leur compte parce qu'ils sont rétribués pour ça, et simplement par le plaisir aussi de faire découvrir leur ville, on commence à avoir des business models qui sont complètement différents et évolutifs par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui et dans l'intérêt du voyageur. Je voudrais bien la réaction de Jean-Patrick là-dessus, justement. Et après, Michel, si vous voulez bien. On parle beaucoup à droite. On va laisser partir. N'y voyez aucune allusion avec autre chose. Non, mais aucune allusion politique, bien entendu. Oui, complètement. Effectivement, les réflexions vont en ce sens. Il a été dit et répété que le secteur devait s'approprier technologie. Je trouve c'est une vérité pour moi importante. Raison pour laquelle je disais que l'institutionnel devrait travailler en collaboration avec les producteurs de technologie, à moins qu'elle laisse ex nihilo, mais j'y crois que peu. On n'est pas équipé pour ça, il n'y a pas d'opérateurs a priori qui vont se positionner là-dessus. Encore une fois, les métiers étant définis et quand on sait où se positionner, création d'expérience, on est en plein dans le métier de l'office de tourisme et du conseiller en séjour. Donc, appliquer la technologie à ce type de métier, a priori pour en sortir une valeur économique accrue, cet exemple-là est un bon, c'est effectivement vers cette voie-là qu'il faudra aller. Ce sont aujourd'hui des technologies, malheureusement, on a discuté un tout petit peu quand on est à se parler, qui ont un problème de discours entre ce qu'on nous pousse en termes de contenu quand on fait un état de l'art sur l'intelligence artificielle. Et effectivement, il y a des secteurs d'activité où c'est allé très vite, très fort et très loin. Et quand on demande aujourd'hui, non pas un professionnel, mais un utilisateur, ce qu'il voit aujourd'hui des technologies de l'intelligence artificielle, les plus aguerris vous répondront un chatbot. Ceux qui ont fouillé encore un peu plus peut-être iront dans la recommandation, mais en fait, ils ne le voient pas. Et comme le métier des offices de tourisme, historiquement, est d'assumer la place du client, se mettre dans sa peau et anticiper les besoins avant, pendant et après séjour, comme on a du mal à identifier encore le bénéfice technologique, enfin, le bénéfice qui est apporté par ces technologies à nos clients, à notre échelle, de fait, l'utilisation qu'on peut en avoir et les modèles qu'on peut construire ont du mal à émerger. Donc pour compléter un tout petit peu ce qui a été dit, et ce genre de journée y contribue largement,
mais il devrait y en avoir une toutes les semaines de journées comme ça, en fait. Jean-Bernard, c'est pour toi. Le chèque, c'est à la fin. Oui, il devrait y en avoir une toutes les semaines, parce que c'est la condition première pour que ces professionnels-là, tout le tourisme diffus, l'institutionnel, mais aussi toutes les petites boîtes, puissent déjà comprendre de quoi il s'agit. Je t'avais dit aussi que je le dirais, donc je le dis. Oui. J'ai appris il y a peu de temps qu'au moment où on a voulu déployer le réseau ferroviaire en France, il y a eu des levées de boucliers, ne serait-ce que pour mettre les horloges à la même heure. Alors ça paraît tout bête, mais effectivement, si vous voulez prendre un train d'un point A à un point B et surtout une correspondance, il vaut mieux que les deux gares qui soient à 800 km de distance affichent la même heure. Et il y a eu des territoires dissidents qui, en fait, n'ont pas voulu accepter ça. Donc, en fait, on voit bien que, aussi loin qu'on remonte, c'est le sens qui prend le pas sur tout. À partir du moment où on trace une ligne directrice, où on arrête les effets de manche, et surtout, on s'adresse à la personne via le filtre de son métier et de sa pratique, le nôtre étant de faciliter les séjours des visiteurs et des touristes sur nos territoires et de fait d'en tirer le meilleur dynamisme de l'économie. Si on arrive à faire comprendre quels seront les bénéfices apportés à la pratique de ces métiers-là, les professionnels n'auront plus du tout, je pense, le même regard porté sur ces technologies qui deviendront en fait tout simplement un outil au service de leur métier qui, lui, n'a pas changé. Demandez à un hôtelier aujourd'hui si son métier a changé. Une première réflexion, peut-être. Je vais vous répondre. Mais en attendant, il s'agit toujours d'accueillir des personnes, d'entretenir un établissement, d'avoir un personnel d'accueil souriant et compétent. Donc, une partie du métier a changé. L'hébergement, le métier d'hébergeur, d'accueillant, lui, non, pas fondamentalement. Je crois qu'il en est de même un petit peu pour tous les secteurs d'activité. A priori, intelligence artificielle ou pas, celui qui fait des balades en kayak en fera toujours demain. Peut-être avec un assistant qui aura porté les clients jusqu'à son pas de porte, mais en attendant, son métier à lui sera toujours le même. Et je pense qu'il faudrait partir de ce point de départ-là pour pouvoir mettre en place des chaînes de valeur qui seraient intéressantes. Et j'espère qu'on va aller, j'anticipe peut-être un peu sur la suite, aussi vers la mutualisation des moyens. Quand je vois qu'on a attendu 2016 ou 2017, je crois, pour avoir une base de données nationale et partagée entre tous les acteurs institutionnels, alors que c'est peut-être quelque chose qui aurait dû être construit il y a bien des années en arrière pour pouvoir capitaliser dessus et puis rendre meilleure cette technologie. J'espère qu'on ne va pas reproduire les erreurs du passé et aller beaucoup plus dans la mutualisation des moyens, parce que sinon vous vous adressez à un réseau qui est totalement diffus, avec des moyens complètement disparates, et de fait, de puissants modèles économiques ne pourront pas émerger de cette multitude. Bon, Michel, je me tourne à gauche, du coup. Alors, le métier d'hôtelier a changé. Si, avec ça. Moi, je voudrais dire deux choses avant ça, si vous le permettez. Tout d'abord, j'ai le sentiment, pour avoir participé depuis des années à la vie économique du tourisme de la Côte d'Azur, d'abord en tant qu'aubergiste à Cannes, humble aubergiste 4 étoiles à Cannes, qui va investir 8 millions d'euros dans son hôtel et sur sa plage privée. Je peux vous en parler, mais depuis de nombreuses années, on s'est toujours penché sur ce problème de comment faire converger le tourisme et les nouvelles technologies. Nous n'en étions pas à l'époque, dans les années 2000, à l'intelligence artificielle. Notre intelligence à nous, elle était déjà là et c'était déjà pas mal. Il a toujours été difficile de faire, non pas cohabiter les deux, pardonnez-moi, mais de travailler ensemble dans le même sens. L'aubergiste que je suis, le professionnel que je suis, a l'impression et même la certitude que chacun travaille de son côté. On a des gens qui sont des chercheurs, on a des gens qui créent des start-up et qui vont dans leur sens et ils ont des idées, ils développent ces idées qui très souvent sont à la fois intéressantes, intelligentes et qui correspondent en partie à ce que bien entendu peuvent attendre les clients, mais aussi souvent qui sont un petit peu loin des réalités de ce que nous vivons tous les jours. Et ça, c'est une vraie réalité sur ce département et c'est d'autant plus dommageable que nous sommes sur une terre extraordinaire où nous avons d'un côté le tourisme qui est pratiquement 20% du PIB
de ce département, et de notre côté, les nouvelles technologies avec Telecom Valley, Sophia Antipolis, où là on a encore un bon quart de l'économie de ce territoire. Sauf qu'à un moment donné, n'est-ce pas, Jean-Bernard, on ne se parle pas assez, on ne se voit pas assez, on ne réfléchit pas assez. Peut-être parce qu'on c'est pas parce qu'on n'en a pas envie, mais c'est surtout parce qu'on n'en a pas le temps, et parce que surtout nous ne parlons pas le même langage. Je pense qu'il faut partir d'une base. La base, je répète, et je ne le dirai plus une troisième fois, c'est le client. C'est à partir de lui que tout doit être foncièrement et fondamentalement pensé et réalisé. Ça, c'est une vraie vérité sur laquelle aujourd'hui, il faut vraiment partir. En tant qu'hôtelier, bien sûr que mon métier a changé, la digitalisation a transformé, bien entendu, notre chiffre d'affaires. Nous sommes aujourd'hui tributaires de plateformes telles que Booking et Expedia qui représentent entre 25 et 30% de notre chiffre d'affaires. Nous sommes tributaires des TripAdvisor and Consorts qui, à un moment donné, peuvent vous casser votre réputation en l'espace d'une seule minute. Donc ça, c'est très important dans nos hôtels, où certains hôtels, notamment des grands palaces de Cannes, ont jusqu'à 3-4 e-reputation managers. Donc vous voyez, tout ça, ça a changé la donne. Mais surtout, ce que ça a changé, c'est qu'aujourd'hui, le client, je l'ai dit tout à l'heure, il est le roi, il a pris le pouvoir. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, je l'ai trouvé. Il a pris le pouvoir. C'est-à-dire que grâce aux nouvelles technologies, ce pouvoir, il l'exerce. À la fois avant, pendant et après. Et surtout, dans l'offre commerciale qui est la nôtre en termes d'hôtellerie, il ne faut surtout pas se tromper. Il faut toujours être en anticipation. Et on n'accueille pas un Chinois comme un client chinois, comme on accueille un client américain, ou un client japonais, un client russe, un client français. Et ça, il faut s'adapter dans la manière, bien entendu, donc aussi l'organisation de nos équipes. Nos équipes aussi ont dû évoluer. Ce n'est pas toujours facile, car s'il y a une autre problématique que nous avons dans nos métiers, c'est, je dirais, la difficulté à recruter. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile pour nous de travailler non seulement uniquement qu'avec l'intelligence artificielle, mais il nous faut des hommes et des femmes qui soient là en permanence et qui soient réceptifs. Vous savez, un client qui rentre chez moi dans mon hôtel aujourd'hui, et je vais y investir 6 millions d'euros. Je ferme dans une semaine, je réouvre pour le Festival du film, et j'investis 6 millions d'euros pour passer dans une gamme haut de gamme. Je fais un peu de publicité pour M Gallery chez Sofitel. 6 millions d'euros, c'est du cosmétique. On refait les chambres, on refait les couloirs, on fait le hall, on fait les petits déjeuners, on change les tables, on change les couleurs, on change tout. Sauf que ça suffit pas. Derrière, c'est tout un ensemble qu'il faut aménager, qu'il faut améliorer en termes d'accueil, en termes de service, en termes d'anticipation. Aujourd'hui, pour un client, quand il rentre dans l'hôtel, c'est les 5 sens qui fonctionnent. C'est l'odorat, c'est la vue, c'est tout ce qui fait qu'un être humain est particulier d'une machine. Vous pouvez très bien avoir le plus bel hôtel du monde, si malheureusement l'hôtel a mal été nettoyé et que ça sent mauvais, je vous assure que quelque part ça pose des problèmes, et c'est pas l'intelligence artificielle qui va le régler, c'est le directeur d'hôtel qui va le régler. Donc, dans la logique qui est la nôtre aujourd'hui, ce qui est surtout important, c'est d'adapter constamment, chaque jour, notre approche, notre stratégie, notre tactique, notre vision commerciale et notre accueil. Et je dirais surtout, ce que l'intelligence artificielle n'aura jamais, notre sourire. Je pense que ça c'est quelque chose que nous sommes les seuls à l'avoir, le sourire. Et le sourire, c'est ce que le client cherche d'abord. D'abord dans un monde difficile, où tout va mal, où il ne sait pas demain ce qui va se passer, dans un monde où de toute manière il est agressé en permanence par tout un tas de difficultés personnelles, matérielles, familiales et professionnelles, et où à un moment donné il se paye une semaine de vacances à Cannes, ou à Nice, ou à Villeneuve-Loubet, chère Patricia, il a envie d'arriver, et à un moment donné, ça sent bon, c'est beau, on y mange bien, tous les sens sont en éveil, et je repars de là, j'ai eu l'impression que j'ai eu une parenthèse, voilà, cherchez le mot, la parenthèse. Cette parenthèse qui fait que quand vous êtes dans le métier dans lequel je suis, faire vivre des parenthèses à un client, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont là, et d'étudiantes. C'est très important cette parenthèse, elle est fondamentale. Et puis pour conclure, l'intelligence artificielle, elle a quand même permis aux hôteliers que nous sommes d'améliorer la sécurité de nos hôtels. Une anecdote, nous avions il y a quelques années, quand j'ai pris la direction de mon hôtel, des clés mécaniques. Vous savez, ces clés qu'on prenait à la réception, qui étaient affichées, qui étaient derrière la réception. Un jour, ces clés ont disparu et on les a remplacées par des cartes magnétiques. Ça a diminué de 450% les vols que nous avions dans les chambres.
Non pas que certaines personnes mal intentionnées venaient voler les clés derrière la réception, mais tout simplement que dès qu'on pouvait, on pouvait plus rentrer dans une chambre si on n'avait pas la bonne carte, ou si à un moment donné la porte était ouverte, on savait à quelle heure et par qui, à quel moment et comment. Et donc d'un seul coup, il n'y a plus de vol. La sécurité aujourd'hui, c'est que demain, le client pourra probablement, grâce à l'intelligence artificielle, accéder à une chambre d'hôtel simplement en mettant ses empreintes digitales. Et que les empreintes digitales étant uniques, plus personne ne pourra rentrer dans sa chambre. Restera la problématique de la femme de chambre, du mini-barman et autres, mais je suis sûr que les gens qui sont plus intelligents que moi trouveront des solutions. Et puis derrière, il rentrera dans une chambre où il voudra avoir une ambiance qui l'attend. Il va avoir une couleur. Il aime le rose, il veut une chambre rose. Il veut une odeur, eh bien on y mettra l'odeur qu'il veut. Il voudra que la télévision soit allumée ou qu'elle soit éteinte. Il voudra une musique d'ambiance. Et ça, c'est quand il arrive le soir. Le matin, quand il se lève, il veut une autre ambiance, une autre lumière. Il veut un autre parfum, il veut toute autre chose. En fait, l'intelligence artificielle, ça va nous permettre à nous d'adapter notre savoir-faire, d'adapter notre professionnalisme techniquement à ce qu'attend véritablement le client pour vivre une vraie expérience. Et je crois que si nous avons la capacité, nous les aubergistes, comme les restaurateurs, comme les plagistes, comme tous les gens qui font partie, et Office du tourisme compris, qui font partie de cette chaîne de valeur du tourisme, de travailler de concert avec les gens qui pratiquent et qui vont toujours plus loin pour développer cette intelligence artificielle, je crois que nous serons les meilleurs. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui où le tourisme est en compétition mondiale. Aujourd'hui, on va aussi bien en Espagne, en Italie, en Croatie, aux États-Unis, en Chine, en Thaïlande qu'à Cannes ou à Nice ou à Villeneuve-Loubet ou ailleurs. Et qu'aujourd'hui, le client est choisi fonction de la qualité, fonction de l'attractivité et fonction de la compétitivité. Et je crois que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler en amont pour justement régler un ensemble de petits curseurs qui font qu'à un moment donné, bien, la concurrence qui est en ce qu'elle est, fait qu'on ne viendra sur la Côte d'Azur, excusez-moi, je suis sur la Côte d'Azur et je suis à Villeneuve-Loubet, eh bien on ne viendra qu'à Villeneuve-Loubet parce qu'on ne trouvera à Villeneuve-Loubet ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui mettre sur la table avec les différents acteurs qui aujourd'hui travaillent dans leur société ou dans les startups pour véritablement personnaliser, donner une entité et un ADN qui n'existe nulle part ailleurs. Et pour cela, croyez-moi, la France a tellement à offrir. Et le professionnel du tourisme que je suis, par moments, se dit, si nous arrivons à gagner ce combat, nous serons véritablement un jour le pays au monde qui accueille le plus de tourisme. Bon courage pour prendre la parole après. Je rebondis sur deux aspects, celui de compétitivité, attractivité, expérience, qui vont, de mon point de vue, ensemble dans l'idée de construire, vraiment renforcer la compétitivité de l'industrie du tourisme, de l'offre touristique de la France, des autres destinations de l'Europe en tant que destination elle-même vis-à-vis des pays tiers. Ça, c'est un pilier, un aspect important, et je veux juste peut-être marquer plusieurs initiatives de la Commission pour soutenir la compétitivité à travers des investissements dans la recherche, mais aussi pour des nouvelles start-up et des scale-up, des investissements pour des projets qui viennent avec des solutions innovantes pour le tourisme. On en a eu 2 années de suite des appels à propositions ciblés vraiment sur ces aspects, mais aussi des plateformes pour des échanges. C'est des outils que la Commission offre un tout petit peu pour faciliter des nouvelles idées, des nouvelles solutions, mais en même temps pour veiller à ce que l'industrie traditionnelle reste compétitive. Et là, je passe au professionnalisme, puisque c'est un aspect qui doit aller de pair, main dans la main, avec la compétitivité. Le professionnalisme qui met au centre l'employeur, celui qui travaille, qui assure le sourire pour que le client qui est au centre soit content. Et là aussi, la Commission européenne essaye de faciliter un tout petit peu le dialogue entre les opérateurs touristiques, les écoles, les universités, les associations d'employeurs
pour vérifier quel est l'état des compétences que nous avons dans le secteur, quelles sont les compétences qui manquent et quelle stratégie il nous faut au niveau européen et puis au niveau décentralisé, national, régional, pour s'assurer que demain le marché du travail soit à la hauteur. Ça, c'est juste deux petits aspects sur lesquels nous travaillons. Et puis, il y a un aspect d'éthique et de cadre réglementaire qui est très important aussi. Ça, si vous voulez bien, Oui. on va y revenir. Parce que vous avez évoqué quelque chose qui est important, c'est la notion de compétence et de disponibilité des compétences sur le marché du travail. On a beaucoup évoqué les gros acteurs, mais il y a aussi les plus petits, les TPE et les PME. Est-ce qu'il y a une égalité face à la technologie ? Oh bah David, allez. Ou David ou Hélène ? David, allez. En fait, ça ne se pose pas en question de taille. La question, c'est est-ce qu'une société est en capacité de recevoir une technologie, de s'approprier une technologie. Et on sait que ça marche avec des startups, ça marche avec des PME, ça marche avec des grands groupes. Ça ne marche pas avec tous les grands groupes. Tous les grands groupes ne sont pas prêts à accueillir ces grandes technologies. Je parlais de la grande distribution tout à l'heure. On a testé différents schémas. Et le schéma qui marche le mieux, c'est de travailler des PME qui sont des sous-traitants de ces acteurs-là. Donc ce n'est pas une question de taille. Et je pense que, en tout cas dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle en particulier, ça marche avec les PME, comme ça marche avec les startups, comme ça marche avec les grands groupes. Merci. Hélène ? Oui, il y a peut-être une différence d'approche selon la taille des entreprises par rapport à est-ce que j'embauche quelqu'un pour faire le travail à partir de rien et typiquement un data scientist, un data engineer, etc. Je vois pas un hôtelier faire cette embauche-là. Par contre, acheter un service qui est développé par un partenaire qui va vendre ça à un ensemble d'hôteliers, là oui, parce que c'est économiquement viable. Et il y a de plus en plus de services comme ça qui se montent. Je vais partager un exemple d'une société qui s'appelle Victor et Charles qui a monté un système qui regarde tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour arriver à personnaliser pour un hôtelier l'arrivée d'un client. C'est-à-dire quand un client arrive, l'hôtelier sait quel type de personne c'est et un certain nombre d'informations sur ses préférences, etc. et lui permet d'être humainement beaucoup plus accueillant ou du moins plus personnalisé par rapport à cette personne-là plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est quelqu'un qui a du temps, qui n'a pas de temps, qui est de passage, qui n'est pas de passage, qui connaît la ville comme sa poche ou qui arrive pour la première fois? Et donc ça sont des informations que l'hôtelier peut utiliser pour créer l'expérience la plus positive pour son client. Donc ça, c'est un exemple d'un service auquel l'hôtelier s'abonne. Il prend un abonnement sur l'année et voilà, il n'y a pas de technologie à créer de sa part. De la même manière qu'il peut être utilisateur de Facebook ou d'un autre service. Jean-Bernard ? Oui, je ne suis pas à la table ronde, je profite de la question qui a été posée. À Telecom Valley, nous avons 70% de nos adhérents qui sont des PME, des startups. Et le problème, c'est qu'elles n'ont pas de territoire d'expérimentation, parce que les territoires d'expérimentation disent soit c'est trop cher, soit ça ne nous intéresse pas, soit on s'intéresse à des grands groupes. Et donc le fameux Small Business Act, dont tout le monde parle depuis des années et des années et des années, n'existe pas. Et nous avons malheureusement, sur la Côte d'Azur, mais c'est peut-être vrai aussi ailleurs, un grand nombre de startups qui sont là aujourd'hui, dont les clients sont en dehors de la Côte d'Azur. Donc on a un vrai problème sur le sujet de faire en sorte que nos PME puissent être présentes localement. Il y a des startups dans la salle qui sont dans ce cas de figure ? Il y en a plein. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui voudraient témoigner, du coup ? Relevez la main. Il y a Romain là-haut, que je connais, et voilà. Eddy Filia, donc directeur technique DataMove, nous sommes une start-up qui est plus toute jeune, puisqu'elle a 4 ans maintenant, mais déjà elle a eu quelques marchés. C'est vrai qu'on a du mal à trouver des débouchés locaux. Il a fallu qu'on trouve des débouchés à Saint-Barthélemy, aux Antilles, que nous trouvions. Alors effectivement, nous avons équipé le CRT en local, mais des grandes institutions, pas des... Pourquoi on vous dit quoi ? Pardon ? On vous dit quoi ?
Est-ce que c'est... On nous dit simplement que, quelque part, déjà, il y a une difficulté, il y a un décalage entre ce qu'on propose et peut-être les attentes ou la compréhension des produits qui pourraient être développés dans des petites entreprises. Je pense que, effectivement, on l'a noté là tout à l'heure, il y a deux sphères. Il y a la sphère, je dirais même trois. Il y a d'un côté le développement, je dirais les laboratoires de recherche, souvent financés par l'Union européenne, avec des projets qui sont des projets technologiques, mais qui finissent souvent dans des tiroirs. Il y a les startups qui veulent développer un business, mais qui ont du mal à trouver à la fois des débouchés, parce que déjà, on l'a aussi dit, les institutions privilégient les gros groupes. Et nous, les startups, souvent, on est obligés d'être en sous-traitance des gros groupes, en fait. Parce que les groupes, quand je dis les gros groupes, ça peut être c'est des gros groupes industriels, ça peut Bouygues, ou ça peut être enfin qui soumettent aux appels d'offres. Déjà, les petites institutions n'ont pas les moyens de soumettre aux appels d'offres, on n'a pas les références nécessaires. Donc souvent, les groupes qui n'ont pas les compétences s'adressent à nous pour avoir la compétence dans un domaine bien particulier, mais ce sont eux qui sont en direct avec les sociétés, déjà avec les collectivités. Et par contre, avec les PME, c'est l'incompréhension souvent qu'a souligné Michel Chevillon entre ce que nous sommes amenés à proposer et peut-être ce que les hôteliers, restaurateurs, enfin acteurs du tourisme, seraient capables d'utiliser, mais sans en connaître vraiment la portée. Et peut-être il manque effectivement de la communication entre ces deux mondes. Merci. J'ai dit. Un autre témoignage là-haut. Avant vos réponses, bien sûr. Merci. Bonjour à tous. Romain Didier. Je travaille pour la société Net Solutions Partner. La société existe depuis 19 ans, a été créée à Nice. À l'époque, à la création de l'entreprise, il était très compliqué de travailler ici, de trouver des partenaires avec qui travailler ici. Donc, mes associés ont été obligés de monter sur Paris pour pouvoir travailler avec des grands groupes. Aujourd'hui, depuis 2 ans, on essaye de retravailler ici. On a monté un partenariat de 6 mois avec l'INRIA pour travailler sur des algorithmes de prédictifs. On a essayé de travailler avec, de contacter, j'ai eu des contacts à la CCI par exemple, pour pouvoir travailler avec eux, tout ça. C'est souvent resté sans suite. On aimerait pouvoir retravailler en fait avec des entreprises de la région. On travaille avec une compagnie aérienne qui est basée en Corse, pas besoin de citer le nom, avec qui on fait énormément de choses. On propose des solutions et on les accompagne sur du web marketing, du tracking à partir de la plateforme d'Amadeus, du tunnel d'Amadeus, jusqu'à l'envoi de campagnes, d'emailing, de SMS, enfin de la vraie communication marketing. Voilà, par exemple, on travaille aussi avec la CCI Hauts-de-France. On a eu beaucoup plus de facilité à collaborer avec la CCI des Hauts-de-France que la CCI de la région. Donc voilà, c'est vrai que c'est facile de trouver des partenaires ici pour monter des POC, pour monter avec d'autres startups, monter des POC, monter des tests. Mais après, pour passer à l'échelle au-dessus et avoir de vrais partenaires avec qui créer du business, c'est beaucoup plus compliqué. Merci. Merci pour vos témoignages. Il y a des réactions? Oui, bah oui, David, du coup. Oui. Non, Il y a encore un intervenant. Ah. Bonjour, Emmanuel. Je suis doublement concernée puisque je suis à la fois start-up et à la fois dans le tourisme d'affaires. Donc là, je suis vraiment à cette intersection entre les deux. Et par rapport à ce que les gens dans la salle réagissaient, simplement, j'interviens dans le tourisme d'affaires sur une plateforme qui va être une plateforme de demain, alors pas forcément la mienne, il y a d'autres acteurs aujourd'hui, qui est le booking du tourisme d'affaires. D'accord ? Puisqu'il n'y a pas que le tourisme d'individuel. Le tourisme d'affaires est un très gros marché qui est souvent tendance à être exclu ou niché lorsque l'on parle du tourisme. Sauf que c'est une erreur parce que c'est la complémentarité en termes de timing entre le tourisme d'affaires et le tourisme individuel. Ouais. Et en fait, je suis interloquée parce que
un des principaux acteurs aujourd'hui qui est en train de sortir, qui est un de mes concurrents, était à Aix-en-Provence, il est monté à Paris. Je suis moi-même parisienne, je suis descendue travailler ici et j'adore cette région et le tourisme d'affaires et le tourisme vraiment m'interpelle, mais je suis en train de monter à Paris. Je trouve dommage, non pas qu'il n'y ait pas d'acteurs, mais à un moment donné, on doit être porté, vraiment, parce que ce serait dommage que ce soit quelqu'un d'autre ailleurs qui vienne faire le booking français sur le tourisme d'affaires. David, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Je vous laisse réagir du coup. Merci beaucoup de l'appui en ce sens-là. Sur les relations avec les centres de référence, en fait, moi, dans mon rapport d'étonnement, je me suis effectivement étonné de la faible bande passante qu'il pouvait y avoir entre les équipes de recherche, enfin, le centre de recherche INRIA pour faire simple, et les entreprises de la zone, vu les richesses de l'écosystème. Ma conviction sur le sujet, c'est que pour que des collaborations marchent bien, il y a une collaboration qui était citée tout à l'heure sur les algorithmes avec INRIA, je suis convaincu que c'est une question d'hommes et de femmes. Et en gros, que moi, directeur, je peux essayer de remuer ciel et terre si, in fine, il n'y a pas des chercheurs et des entrepreneurs qui se mettent d'accord sur le fait qu'il y a des choses passionnantes à faire ensemble. Et je vous assure que dans les laboratoires, on a des choses qui sont de toute façon, c'est pas compliqué, c'est au meilleur niveau international. Et qui sont au service de l'économie française, au service de l'emploi, etc. Et donc, si cette rencontre entre les chercheurs et les entreprises ne se fait pas, eh bien, ça se passe pas. Et donc, dans les objectifs 2019, pour nous, il y a effectivement multiplié les occasions que les chercheurs et les entrepreneurs se croisent sous n'importe quel prétexte. On verra avec Télécom Valley comment on organise ça. Mais il faut effectivement que les gens se rencontrent. Et je ne crois pas au techno-push. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas moi, technologue, qui vais inventer comment est-ce qu'on va révolutionner le tourisme. Quand je rencontre une entreprise, parce que travailler avec INRIA, ça fait bien, parce qu'on a entendu qu'il fallait faire de la recherche, lorsqu'on veut faire des levées de fonds, c'est bien d'avoir sur son dossier qu'on travaille avec INRIA, etc. On peut avoir du crédit un peu recherche, bon. Moi, je ne travaille pas avec des entreprises, je travaille avec une entreprise. La première question, c'est est-ce que vous savez là où vous avez mal? Est-ce que vous savez ce dont vous avez besoin? Et du moment où l'entreprise sait ce qu'elle veut, là, on peut commencer à répondre. Oui, on a déjà ça en stock. Parce qu'on entend souvent que le temps de la recherche, c'est le temps de la thèse. Il faut attendre 3 ans avant d'avoir le résultat. Non, c'est pas vrai. On fait de la recherche en continu. Donc probablement que le problème que vous soulevez, on l'a déjà traité, on est déjà en train de le traiter, et on peut déjà livrer des réponses. Ou alors le problème, on ne l'a pas abordé, et donc là, ça peut prendre un petit peu plus de temps, 1 an, 2 ans, à voir. Mais en tout cas, la première chose à faire, c'est des hommes et des femmes qui se rencontrent sur des problèmes exprimés, et non pas seulement sur l'envie de travailler ensemble. Je pense que ça ne marche pas. Et le techno-push a des limites. Nous, on peut inventer des choses. Moi, j'ai travaillé sur des domaines où je n'envisageais même pas ce qu'on allait faire réellement avec la technologie qu'on a inventée. Et je pense que là, c'est aux gens du tourisme, aux gens du domaine, de venir nous dire ce dont ils ont besoin et voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Laurence, Léna ? Écoutez, moi je vous écoute parler depuis un petit moment déjà. C'est vrai que je suis philosophe, donc d'une certaine façon, je n'ai pas la posture qui est la vôtre et je ne parle pas peut-être à partir du même point de vue. Par contre, ce que je peux dire, pour revenir sur la question de l'intelligence artificielle, c'est que c'est quand même quelque chose qui a amené une évolution considérable dans la façon de penser tout ce qu'on avait à faire, puisque quelque part, cette intelligence artificielle est déjà là pour nous dire qui nous sommes. Le fait que nous transposons tout dans des données du 1 ou du 0, enfin de l'ordre du 1 ou du 0, ça ne ment pas. Si au bout du compte, je vois que sur Google, ça annonce déjà des propositions de voyage pour les îles, par exemple, c'est que l'assistant a déjà détecté que j'aimais plutôt les îles et le soleil que les fjords et les classes de neige, en gros. Donc ça veut dire que quelque part, derrière moi, se traduit en matière de données, mes comportements, mes comportements, mes façons d'être, mes façons de faire, etc. Donc c'est bluffant de savoir que finalement, si je regarde l'évolution de mes recherches sur Internet, j'arrive à dire qui je suis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ça reste un outil. Et un outil au service de l'homme, et pas l'inverse. Et je vous entends tous parler, et il y a presque, à un moment donné, des glissements dans les mots. Alors la philosophe, elle est là pour relever ça. C'est qu'on parle de quoi ? On parle quand même d'un marché, on parle quand même d'un business, on parle quand même d'un client,
Et paradoxalement, il faut combiner ces mots-là avec l'idée que ce n'est pas qu'un business, il y a aussi des hommes et des femmes qui ont effectivement besoin de repos, qui ont besoin d'une ambiance, qui ont besoin d'énormément de choses. Donc qu'est-ce que je remarque dans tout ce que vous dites, c'est qu'on est dans une mutation de société, et une mutation même des métiers, et une mutation des services. Et ça, effectivement, comme les GAFAMA avaient pris énormément d'avance sur nous, eh bien, nous sommes un peu à la traîne, et on réalise après coup qu'il y a des choses à faire et qu'il faut être réactif, parce que sinon les marchés sont pris ailleurs. Et qu'en plus, on se fait prendre les marchés. Je vous entendais très bien quand vous parlez de la possibilité que le tourisme d'affaires peut être pris en main par d'autres. Effectivement, nous sommes toujours dans cette théorie des marchés. Ensuite, il y a une gouvernance, un rapport de gouvernance qui est complètement changé, et je crois que c'est intéressant, vous l'avez dit, le client ou le voyageur, hein, il arrive avec une possibilité qui est celle aussi après de rendre son avis sur la question. Et ça, c'est intéressant parce qu'il ne faut pas se tromper non plus d'objectif. Beaucoup de voyageurs arrivent avec leur propre histoire, et il y a de multiples voyageurs, de multiples projets de voyage, et en même temps, il y a des souhaits qui ne sont pas tous les mêmes. Avant, vous alliez dans une agence de voyage, vous pouviez demander et on vous conseillait. Aujourd'hui, celui qui veut voyager va sur Internet, et en même temps, il choisit en fonction de quelque chose comme s'il savait déjà ce qu'il veut. Et souvent, on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il sait ce qu'il veut mettre pour son voyage et pour quelle prestation, ou du moins, il veut voyager pas cher, en ayant le maximum de prestations possibles. Et quand je dis que chacun avec son histoire et son désir de voyage, c'est que c'est vrai que le voyage commence quand on commence à mettre en œuvre la démarche pour chercher. Or, entre le moment où on décide de partir en voyage ou d'être, ce touriste, et le moment où on a terminé et achevé ce qu'on a vécu, effectivement, eh bien, il y a eu une gouvernance qui s'est effacée. On a peut-être affaire qu'à soi-même pour organiser son voyage. On peut se retrouver dans des lieux où on n'en rencontre pas véritablement les personnes qui ont à s'occuper de nous, parce que tout a été en quelque sorte dématérialisé. Et cette dématérialisation fait qu'à un moment donné, eh bien, on peut se perdre dans tout ça, et on oublie justement qu'il y a quelqu'un qui est aussi demandeur d'une certaine prestation. Et le fait qu'on n'ait plus affaire véritablement à celui qui organise le voyage parce que tout passe par Internet, eh bien, cette dématérialisation peut avoir un effet sur le voyageur lui-même. En même temps, donc du coup moi je vais être un peu longue parce que je vous ai beaucoup écouté, ce que je veux dire par là c'est qu'on est en train de changer dans la façon dont on veut voyager, parce qu'on est aussi des clients différents. Quand je dis des clients, c'est-à-dire des hommes et des femmes différents. Et les attentes ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on veut dans un voyage? Est-ce qu'on veut se reposer? Est-ce qu'on veut du rêve? Est-ce qu'on veut de l'exceptionnel? Est-ce qu'on veut... Voilà, la démarche commence là, avec notre propre histoire, et l'intelligence artificielle, elle peut servir ça pour la bonne raison qu'à partir du moment où elle travaille sur ce que vous êtes déjà, elle est capable d'anticiper sur ce que vous voulez. Mais là où il ne faut pas se tromper, c'est qu'il faut pouvoir déjouer ce que l'on va toujours vouloir vous imposer. D'abord parce que, vous avez le droit de changer d'avis, vous pouvez avoir envie d'aimer autre chose demain, et ensuite parce qu'effectivement, on est dans une mutation de société et une mutation des services. Et vous, je pense que dans vos problématiques, eh bien, c'est comment adapter un service de qualité et un service à la personne, alors que la démarche qui vous aura permis d'être sollicité est une démarche qui est dématérialisée, c'est-à-dire que vous n'avez pas de rapport direct avec le client au moment où il commande peut-être sa prestation. Et c'est ce flou, entre guillemets, ce que moi j'appelle la main invisible, qu'il faut essayer de détecter aussi de la part de celui qui est le prestataire, en fait. Je crois que ça a son importance. Oui. Oui, et à ce moment, je pensais justement à trois principes éthiques qui est important derrière cette main invisible, la transparence des algorithmes et aussi la protection des données. Et ces trois chantiers sur lesquels, avec les États membres, la Commission est en train de travailler. Et il y a une alliance intelligence artificielle que les collègues qui sont dans le domaine du numérique à la Commission sont en train de mettre en œuvre.
pour faciliter la préparation d'un projet de ligne directrice pour l'éthique dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est une plateforme qui est encore ouverte et je ne peux qu'encourager les acteurs pour participer avec leurs opinions, leurs idées à cette discussion. Quelque chose d'ailleurs là-dessus. On se rend compte finalement que l'intelligence artificielle et de même que tout ce qui est de l'ordre du renseignement aujourd'hui, quand on renseigne par le deep learning, c'est-à-dire que la machine apprend des données que vous lui donnez vous-même, ce sont des données dont celui qui a l'entreprise est demandeur. Parce qu'à partir de ces données, il peut satisfaire un client, en gros. Mais le client, lui, il veut donner une partie de ses données, mais il ne veut pas tout donner. Parce qu'il estime qu'il a droit à une intimité. Où est-ce qu'on met le curseur pour savoir où est mon intimité et ma non-intimité ? Vous parlez, madame, effectivement de la réglementation, et c'est vrai que c'est important. Il y a eu une évolution avec le RGPD là, depuis peu de temps, où on a considéré que les données d'un Européen étaient protégées même dans le monde entier, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Alors on évolue progressivement, il y aura peut-être encore des failles, mais il y a des sanctions possibles maintenant. L'éthique est essentielle, et en même temps, ça amène une difficulté, parce que des données qui sont transmises à une société sont aujourd'hui des données qui sont véhiculées, c'est des données qui vous échappent dès lors qu'elles sont plus les vôtres. Et en même temps, et vous aviez raison, je crois que c'est vous tout à l'heure qui disiez, qu'il fallait quand même qu'il y ait une concertation entre tous ces acteurs. Parce que si on veut satisfaire, on ne peut pas travailler tout seul, alors que justement, l'intelligence artificielle et tout le service, le numérique aujourd'hui, nous montrent que ce n'est qu'un réseau invisible. Voilà, la main invisible et le réseau invisible. Le réseau était apparent, maintenant il ne l'est plus. Et ça, c'est intéressant parce que non seulement ça pose des questions d'éthique, et puis ça pose des questions, comme je disais tout à l'heure, de métamorphose des métiers, et en même temps de métamorphose du consommateur. Parce que le consommateur devient de plus en plus exigeant, et ce pouvoir qu'il a maintenant en sa possession, il peut le perdre très vite, parce que des fois il y a des dérapages, et en même temps, il veut bien entendu le revendiquer avec une grande légitimité. Oui, je voudrais intervenir sur ce dossier, je voulais le dire tout à l'heure, mais la RGPD, qui est une nouvelle norme qui nous arrive de plein fouet grâce à l'Europe, ou je dirais à cause, je ne sais pas, fait que notre métier va devenir de plus en plus difficile. Nous venons de recevoir, pour la plupart d'entre nous, les professionnels, c'est-à-dire ceux qui bossent, ceux qui payent les impôts et qui payent les salaires, on vient de recevoir encore une volée de normes, de mesures, dont la RGPD. La RGPD, c'est quelque chose de très bien dans la mesure où ça protège, bien entendu, les données que le client est à même de nous donner pour qu'au moins on puisse connaître son nom et son prénom avant qu'il arrive, parce que sinon pour l'accueillir, ça va être difficile. Et sauf que l'utilisation des données qu'ils vont nous transmettre est très délicate dans la manière dont nous allons la traiter. Aujourd'hui, ça nécessite de la part de l'ensemble des entreprises qui reçoivent une clientèle et donc qui vont avoir des données pour lesquelles, bien entendu, je vous rassure, l'hôtelier qui a commencé à quelques dizaines d'années dans ce métier a une seule vocation, c'est la confidentialité, parce que si je devais raconter tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai entendu dans mon métier depuis quelques années, je vous garantis qu'on ne serait pas en train de parler des RGPD, mais de révolution nationale. Fait qu'aujourd'hui, il va falloir presque avoir bientôt un RGPD manager dans les entreprises, parce qu'on est en train de nous faire un audit. Par exemple, dans mon hôtel, j'ai transmis à chaque chef de service qui le concerne, la réservation, la réception, les étages. Enfin, chacun a un rôle à jouer dans la RGPD. Et il va arriver un moment où, bien entendu, ces données, on va les avoir, elles seront à notre disposition, mais il va falloir faire très très attention à la manière dont nous allons les utiliser. Et donc, en soi, c'est non pas un frein, je ne dirais pas, parce que, je répète, la confidentialité a toujours été, pour l'hôtelier que je suis, la valeur cardinale numéro 1. Un hôtelier qui n'est pas confident, qui ne garde pas la confidentialité de ce qu'il fait en matière d'accueil et de traitement de clients, n'est plus un hôtelier. Il est tenancier d'autre chose. Sauf que ça va nous impliquer à nous une vraie réalité d'organisation et de gestion où il faudra bien entendu que nous soyons très performants, non seulement dans l'analyse que nous sommes en train d'en faire, mais aussi dans l'interprétation des textes qui nous ont été donnés. Et comme toujours, quand on reçoit des normes et des textes, et Dieu sait si ce monde est capable de nous en sortir tous les matins, et que Dieu fait, la dernière loi en vigueur dans l'hôtellerie, restauration, pour votre information, c'était l'obligation de donner des doggy bags.
à nos clients qui veulent partir avec le hamburger qui n'ont pas fini. Vous pouvez imaginer que j'ai pas attendu qu'on fasse une loi à l'Assemblée nationale pour donner le doggy bag aux clients. Sinon, il y a belle lurette que j'aurais plus de clients dans mon hôtel, ni dans mon restaurant, ni sur ma plage. Mais pour revenir à la RGPD, c'est un véritable enjeu sur lequel je crois que l'intelligence artificielle va devoir se pencher. Véritablement, messieurs et madame les chercheurs, mesdames et madame les universitaires, mesdames et messieurs les étudiants qui êtes là, je crois que la RGPD va devenir un enjeu essentiel du business et du commerce en règle générale. Quand je dis essentiel, c'est qu'il va être incontournable dans le respect de la loi et des règles, mais également de l'utilisation que nous en ferons de manière à ce que, sans bien sûr aller à l'encontre des textes et des lois, que nous puissions quand même, à minima, utiliser ces données pour pouvoir continuer à faire notre métier. J'imagine que, comme tout le monde, vous avez un jour reçu un SMS, un coup de téléphone de quelqu'un qui vous dit, écoutez, vous voulez pas une assurance, moi je suis la banque machin, au fait, vous cherchez à acheter un tracteur. On se demande des fois comment les gars, ils ont su que quelque part, vous étiez en train d'acheter un tracteur ou changer de banque. Donc, ils sont très très forts, mais je répète, cette intelligence artificielle va devoir se mettre au service des professionnels que nous sommes. Je parle des professionnels du tourisme, mais aussi de tous les différents secteurs d'activité et filières, car ça va être fondamentalement l'enjeu du futur, de pouvoir gérer ses clients, son fichier client, et surtout de savoir à un moment donné si on a toujours le droit, lorsque c'est l'anniversaire de M. Chevillon, de lui envoyer un petit mot en lui disant « Cher Michel, bon anniversaire, votre hôtelier préféré ». Voilà, ça c'est la question qu'il va falloir qu'on se pose, ça a l'air con, mais je pense qu'il va falloir véritablement à un moment donné savoir jusqu'où on va par rapport à ça, dans le respect des règles, mais aussi en sachant qu'on doit être toujours capable de continuer à faire notre métier, à le faire bien, et le faire toujours dans le sens vis-à-vis du client. Et ça, personnellement, ça me préoccupe. Quelqu'un va réagir ou non? Une seconde de pub, n'oubliez pas de tweeter. N'oubliez pas qu'il y a un concours. Il y a plein de choses qui se disent. Donc tweetez, tweetez, tweetez. À Guigné, il y a un repas dans un hôtel local et il y a plein de goodies, non pas de goodies, plein d'éléments importants à gagner de la part du CRT. Donc n'oubliez pas de tweeter. Pub. Merci pour cette intervention, Bernard. Pour la personne qui tout à l'heure a intervenu, elle a dit qu'il avait été beaucoup plus aidé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Étant vice-président de la CCI Nice Côte d'Azur, je vous donnerai mes coordonnées et j'aimerais bien à l'occasion pouvoir en parler avec vous. Car si que vous le sachiez, nous sommes aussi un organisme consulaire qui a pour vocation de soutenir les entreprises, mais aussi de développer le business, l'attractivité du territoire et surtout d'aller toujours de l'avant. Et bien sûr, quand j'entends ça, on a toujours l'impression qu'on n'a pas fait bien son boulot. Je suis persuadé que je l'ai bien fait et que mes collègues l'ont bien fait à la CCI. Mais comme toujours, on a peut-être loupé quelque chose. Donc je vous laisserai mes coordonnées et je serai ravi d'échanger avec vous. C'est pas passé, croyez. J'avais oublié, mais c'est revenu. Merci. Il y avait peut-être un constat qu'on pouvait faire, quelque chose qu'on n'a pas abordé encore peut-être, c'est la question qu'avec le fait qu'on peut, les moyens de locomotion sont de plus en plus importants et de plus en plus rapides, la planète Terre est devenue un village quasiment. Ça c'est important de se rendre compte de ça, et de se rendre compte aussi dans les nouvelles mutations, je parle toujours avec l'aspect seulement philosophique, ce sont des idées en passant, on se rend compte aussi qu'il va y avoir de plus en plus de temps libre, hein, et ce temps libre, eh bien, il va y avoir une sorte de dématérialisation du travail aussi dans les années à venir. Et donc, il va y avoir du temps, non seulement par le voyage d'affaires, mais qui sera aussi, lui, d'une certaine manière, du temps sans être du temps de travail. Ça va être assez particulier, la question du travail et de la transformation du travail dans les années à venir. Et donc, s'il y a du temps libre, il y aura peut-être plus de temps pour voyager et pour être dans cette pensée nomade et dans le mouvement. Donc ça, je pense que vous avez à réfléchir à toutes ces mutations-là aussi, qui vont transformer vos métiers. Oui, le temps libre, c'est une belle chose, à condition d'avoir les moyens de l'utiliser. Je suis avant tout un commerçant, et un commerçant, il est là pour aussi vivre et pour développer son business. Je pense que vous avez tout à fait raison par rapport au tourisme individuel, madame, que j'appellerais plutôt tourisme de loisirs, par rapport à un tourisme d'affaires qui peut être bien sûr l'événementiel, le congrès, le tourisme tel qu'on peut le connaître aujourd'hui sur la Côte d'Azur, puisque c'est une partie importante de notre activité. Je crois que les deux sont effectivement complémentaires et doivent être traités complètement différents. Pourquoi ? Je vais vous donner simplement la seule solution que j'ai, enfin la seule idée que j'ai eue, mais qui me paraît claire. En règle générale, quand on est en tourisme de loisirs et qu'on paye, l'argent il vient de votre poche. Quand vous êtes en tourisme d'affaires, c'est la société qui paye. Donc, à partir du moment où vous partez à partir de ces principes-là, vous allez vous apercevoir que toute la stratégie doit être différente.
Alors, vous avez vu, on a beaucoup parlé à gauche. Hein. Je me retourne vers la droite si ça ne vous embête pas. C'est ça. On a beaucoup parlé de où on en était aujourd'hui. Si on essaye de se projeter un peu, on peut aller jusqu'où demain avec l'intelligence artificielle, alors dans le tourisme ou pas, mais qui a le micro? Aller jusqu'où, ça suggère qu'il y a une fin. Ou pas? Non, pas forcément. Moi, je voudrais, si je regarde ce qui s'est passé ces 20 dernières années, d'accord. Moi, je ne suis pas une milléniale, même si ça trahit mon âge. J'ai envoyé mon premier mail quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai eu mon premier téléphone portable quand j'avais 25 ans. Et donc, quand je vois à quel point aujourd'hui ces technologies-là ont envahi tous les aspects de nos vies, et comment ça a modifié le paysage professionnel, industriel, avec l'émergence de nouveaux acteurs, et l'émergence de complets nouveaux écosystèmes. Savoir où on va et jusqu'où on va, c'est difficile à dire. Moi, ce qui est certain, c'est que ça ne va pas s'arrêter et que ça va continuer à aller très vite. Donc, ça veut dire que les acteurs du voyage au sens large, il faut être préparé à s'adapter à tout ça et à se saisir des opportunités qui en découlent, parce que si on ne le fait pas, d'autres le feront à notre place. Et ça peut aller très très vite. Voilà. Et l'intelligence artificielle, on positionne ça souvent comme quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est vraiment dans la continuité de ce qui s'est passé autour des technologies de l'information. Encore une fois, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est la capacité d'apprendre par rapport à des données qui ont été rendues disponibles par la digitalisation. La digitalisation a commencé, elle n'est pas finie, elle va continuer à se faire. Et l'intelligence artificielle, finalement, c'est la continuité de tout ça. Et voilà. David Simplot. Non, Hélène. Non, mais juste un petit élément des sujets sur lesquels on travaille actuellement, ça a été un petit peu évoqué, tout le côté un peu boîte noire de l'intelligence artificielle, où on alimente ces réseaux de neurones avec énormément de données, et puis on arrive à avoir un système où on ne sait pas trop comment il fonctionne, mais il arrive à donner la bonne solution. Il y a tout un champ de recherche actuellement pour arriver à justement tracer ce qui s'est passé, et donc la transparence de la décision et la compréhension des mécanismes mis en place. Ça, c'est très important, notamment dans tout ce qui est industrie un petit peu réglementée. Je pense à des systèmes, par exemple, d'approbation, ou d'avis positifs ou négatifs qui peuvent être donnés par des systèmes à un banquier qui doit donner une réponse à quelqu'un qui sollicite un prêt. Il peut utiliser des systèmes d'intelligence artificielle pour lui dire il faudrait dire plutôt oui, plutôt non, ou tel ou tel taux. C'est lui qui reste décisionnaire, mais ce qui est important, c'est de comprendre quelle est la raison sous-jacente ou quel a été le mécanisme utilisé pour arriver à cette réponse de oui ou non. Et ça, c'est un champ sur lequel, nous, IBM, on n'est pas les seuls, on travaille énormément à l'heure actuelle pour s'assurer que ce côté boîte noire est de moins en moins... est adressé, et qu'on comprend de mieux en mieux comment ces systèmes fonctionnent. Premier aspect. Et deuxième chose que je voulais dire sur l'accélération que tu mentionnais, Marion, sur l'accélération de ces technologies et l'adaptation de tout le monde, en fait. Donc d'un côté business, mais même à titre personnel, pour la gestion de l'employabilité des personnes. En fait, on se rend compte que ça change tellement vite, beaucoup plus vite qu'à l'époque de la révolution industrielle, par exemple, qu'on ne peut plus attendre que les personnes arrivent à la retraite et soient remplacés par des jeunes pour gérer ces mutations. Et il faut que chacun, à titre individuel, on soit sensibilisé au fait qu'il faut continuer à apprendre, à s'adapter et à rester à l'écoute des évolutions du marché, parce qu'on a besoin de s'adapter beaucoup plus rapidement que dans le passé, et il faut rester alerte à ça. David Simplot, oui.
Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec les deux interventions précédentes. Je pense globalement dans le numérique, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10. Et donc ça va continuer, ça va. Mais par contre, ce qu'il faut retenir de mon discours de tout à l'heure, c'est qu'on fera de l'intelligence artificielle ce que l'on décide d'en faire, à condition qu'on s'approprie effectivement ces technologies. Et c'est la raison pour laquelle INRIA a promu depuis un certain nombre d'années le fait d'apprendre l'informatique et le numérique très tôt à l'école. Et on considère que les fondamentaux, c'est lire, écrire, compter, coder. Et c'est pas coder pour qu'on soit tous développeurs, c'est juste coder pour comprendre le monde dans lequel on est. Moi, souvent, on m'interroge sur oui, mais l'algorithme de telle compagnie, tel moteur de recherche, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait peur? Non, moi, les algorithmes, j'en écris depuis l'âge de 10 ans, ça ne me fait pas peur. Simplement, il faut savoir ce qu'il y a derrière le mot algorithme. Et donc le message, c'est il n'y aura de limite que celui qu'on s'impose, et donc on fera on doit rester décideur de ce qu'on fait de l'intelligence artificielle. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est expérimentons. Alors, je ne vais pas faire du Jean-Paul II, n'ayez pas peur, mais osons expérimenter et montons graduellement en compétence sur le sujet, collectivement. Oui, je crois que c'est là le nerf de la guerre, en fait. C'est que nous arrivons à une période où vont se conjuguer. L'humanité, en fin de compte, la période industrielle est très récente. Si on regarde, ça fait que quelques siècles par rapport à tout ce qu'il y avait avant. Et en très très peu de temps, on se retrouve vers une convergence entre donc l'Internet, le numérique, l'intelligence artificielle, l'industrie qui a énormément évolué, la question des énergies aussi. Et c'est tout ça qui, se cumulant, va donner naissance à ce que moi j'appelle déjà l'industrie 5.0. Alors qu'il y en a qui sont en train de se poser la question, sur la 4.0, on y est. Moi, je considère en tant que philosophe qu'on est déjà à la 5.0 parce qu'il faut placer au cœur de tout ça l'humain. Parce que comme vous le dites très justement, le pouvoir sur l'intelligence artificielle, c'est l'homme pour l'instant qui possède ça. L'intelligence artificielle, c'est un moyen de relier les choses entre elles pour donner la carte de mes pensées, mais c'est une carte virtuelle qui doit être quelque chose qui est utile parce que c'est le support pour peut-être gagner du temps et anticiper sur les décisions à venir, que ce soit en matière de transport, de sécurité, de tourisme, tout ce que l'on veut. Mais en même temps, c'est quelque chose dont on peut finalement se soustraire et comment dire, aller à l'encontre du système si on veut le modifier, changer le modèle et la modélisation. Après, il y a autre chose dont peut-être on n'a pas parlé, c'est peut-être pas le sujet, vous m'arrêterez si c'est pas ça, mais je pense que le tourisme va aussi évoluer parce qu'on va pouvoir placer aussi dans certains endroits des réalités augmentées ou des réalités virtuelles qui vont apporter peut-être aux touristes quelque chose de supplémentaire. Déjà, vous arriverez dans un quartier, vous pourrez peut-être projeter, ça existe déjà à Paris dans quelques bornes, le Paris d'avant ou le Paris du futur. Puisqu'on est déjà dans une modélisation Smart City 2050, et qu'en même temps, on peut se représenter le 18e siècle, les femmes avec les belles robes, etc. Donc, on peut revoir un bâtiment dans l'ancien temps comme on peut le projeter dans un futur. Rien ne nous dit qu'il n'y aura pas aussi une part de l'imaginaire qui va se greffer sur la réalité et que le tourisme lui-même va changer par rapport aux moyens technologiques qu'on va mettre en œuvre sur les sites, en utilisant justement ces technologies qui feront peut-être voir des réalités qui ne sont plus ou qui pourraient être mais qui ne sont pas encore. Et c'est peut-être l'aventure aussi, c'est peut-être une aventure du tourisme, ça, pour plus tard. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Jean-Bernard, tu fais Monsieur Loyal? Il y a bien une ou deux questions quand même. Il y a sûrement des questions. Si. Là, le monsieur en rouge. Ah non, pas lui. Si, lui. Non, pas lui. Si, lui. Non, pas Georges. Allez, Georges. J'aime bien la partie, Laurence, quand tu parles de humain qui est augmenté. Est-ce que vous pouvez donner une définition du touriste augmenté? Chacun ici. Chacun son tour. Ah ouais. Une petite. Qu'est-ce qu'un touriste augmenté? Bon, qui c'est qui commence? C'était Georges Frisch, en direct de Villeneuve. On a bien fait de lui poser la question. Nous sommes tous des touristes augmentés. Ben voilà, t'as ta réponse. En une seule. Moi, le week-end dernier, j'étais dans les rues d'Antibes et je cherchais un restaurant. Je l'ai trouvé et j'ai appliqué des filtres. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur, finalement, ce sont les plateformes qui décident. Donc j'ai demandé un restaurant, j'ai appliqué un filtre, j'ai eu que les 4 étoiles plus. Et est-ce que je suis sûr qu'il m'a proposé tous les restaurants? Je ne suis pas sûr.
D'ailleurs, le restaurant dans lequel je suis allé, il ne m'était pas proposé. Donc on est tous augmentés aujourd'hui, on s'en rend pas compte. Et demain, on sera peut-être plus augmentés parce qu'il y aura plus de réseaux, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes déjà augmentés. Et dans l'histoire du numérique, il y a eu un schisme, c'est l'affaire Snowden. L'affaire Snowden, le numérique était complètement transparent. Le problème du numérique, c'est qu'il est transparent, on ne le voit pas, on ne voit pas les transformations que ça importe. Et quand l'affaire Snowden est sortie, moi j'ai entendu ça à la radio, j'ai fait oui, so what, oui, je sais qu'on peut le faire, et des technos chez nous permettent de faire ce que fait la CIA, et donc forcément il y a quelqu'un qui l'utilise. Et là, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça avait choqué le monde, cette affaire-là. Et c'est le moment où les gens se sont dit, ah bah tiens, le numérique, c'est quand même important. Si on peut écouter Angela Merkel à distance, etc., c'est que ça doit quand même être balèze. Et là, on se rend compte un peu de la puissance. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous des humains augmentés. Et c'est même au point que parfois, quand on va dans des endroits où il n'y a pas le Wi-Fi, où on n'a pas de connexion, bah, on est un peu malheureux. C'est là qu'il faut penser à un autre aspect du sujet, puisque vous venez chercher sur cette question-là. Mais tout le monde n'est pas augmenté, justement. Il y a aussi ce que moi j'appelle l'homme carencé. Je me mets dedans. Quand je peux me retrouver dans des lieux où je ne suis pas au fait des hautes technologies, parce que inégalité sociale, j'ai peut-être pas d'ordinateur. Je suis peut-être dans une région où il n'y a pas de réseau qui passe nécessairement, et donc je n'ai pas l'habitude de ces outils-là, et j'arrive dans une ville qui est tellement moderne qu'on me demande de savoir me servir de ces outils que je ne maîtrise pas, puisque, a fortiori, je n'ai pas les moyens de les utiliser en dehors des moments où je suis en voyage. Donc on parle aujourd'hui du handicap, on parle même d'un handicap numérique pour ceux qui n'ont pas la connectivité. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut prendre aussi en considération dans le tourisme, et en même temps prendre en considération que tous les hommes ne seront pas augmentés. La femme, c'est une certitude, mais l'homme, on ne sait pas. Par contre, il y aura aussi des hommes carencés et même de l'humain carencé quand on aura une faille vis-à-vis de l'humain qu'on doit aussi traiter de manière égalitaire. Une autre question. Une question là sur la droite, mais je vais discrètement. Alors, en tant qu'homme augmenté, je fais en sorte de pouvoir aller rapidement. Il y a quelqu'un. Merci. Oui, merci beaucoup. Monsieur Chevillon est parti, c'est un peu dommage, mais j'aimerais avoir votre avis. Il expliquait que justement un sourire ne se remplacera jamais par l'intelligence artificielle et que les gens en recherche d'expérientiel ne pouvaient pas forcément uniquement compter sur justement cette réalité augmentée et encore une fois l'intelligence artificielle. Et je suis très étonnée parce que justement la question de flow, d'expérientiel pour des générations Z, c'est là qu'ils trouvent justement l'expérience. Alors peut-être pas le sourire, mais en tout cas l'émotion et l'expérience. Donc j'étais un peu étonnée, j'aurais aimé discuter de ça avec vous. Oui, merci de la question, parce que je pense qu'effectivement c'est un thème qu'on n'a pas trop abordé. Je pense que pour moi l'intelligence artificielle quand même, elle nous challenge. On parle de l'humain, mettre l'humain au centre, l'humain en contrôle, etc. Mais elle nous challenge sur tellement de choses en même temps. En particulier, on se rend compte que la valeur de l'expertise humaine est challengée également. Et donc, par exemple, l'expertise des acteurs du voyage ou des agents de voyage dont le métier était de conseiller les voyageurs, maintenant on a des moteurs de recommandation finalement qui fournissent des recommandations, qui conseillent automatiquement les utilisateurs. Un autre exemple, nous qu'on explore, dans le domaine du voyage, ça se passe un peu plus dans le back-end, mais on vend des produits de revenu management pour les compagnies aériennes. Donc c'est un secteur qui existe depuis une trentaine d'années, je dirais, qui est basé sur des modèles mathématiques, de l'expertise humaine. Donc il y a les métiers des gens dans les compagnies aériennes qui est d'optimiser les prix des agents pour optimiser le revenu des compagnies aériennes. Là, en ce moment, on est en train de tester un mécanisme dans lequel, au lieu d'avoir des modèles mathématiques, etc., on construit un modèle deep learning qui va découvrir par lui-même les techniques pour optimiser le revenu management et qui rend obsolète le métier de ces gens-là. Et je pense que quelque part, l'intelligence artificielle va repousser petit à petit les limites de la valeur ajoutée de l'humain. Donc, est-ce que le sourire sera la dernière, le sourire, l'émotion, là, ce sera la dernière, frontière, mais jusqu'où ça ira, je ne sais pas. Ajouter un petit mot à cette intervention très brillante.
répondre à monsieur et peut-être en même temps à vous, madame. Alors c'est une définition tout à fait personnelle de ce que sera l'homme augmenté. Mais peut-être que l'homme augmenté, la femme augmentée, sera l'homme et la femme éduqués à la technologie. Je vous donne qu'un exemple. On n'est pas là dans le domaine de l'intelligence artificielle, ou enfin plus exactement si en back-end, mais les études ont montré par exemple que l'exposition aux réseaux sociaux nous met dans une situation quelque peu d'enfermement. Entre guillemets, l'algorithme comprend quels sont nos centres d'intérêt, et donc nous y enferme par des moteurs de recommandation, etc. Et donc, deux attitudes face à ça. Soit on en est conscient et on peut s'en libérer, soit on n'en est pas conscient, on n'en est pas éduqué, et on peut en devenir esclave. Donc je pense que peut-être que l'homme augmenté, la femme augmentée de demain, face à ces révolutions technologiques, sera l'homme augmenté, la femme augmentée, éduquée à ces situations-là, et du coup pourra choisir sa source de plaisir. Et si le plaisir vient de l'expérience poussée par les aspects digitaux et technologiques, ceux qui ont pour métier de produire ce plaisir, cette expérience, ce qu'il y a d'agréable à vivre en fait, le feront tout simplement autrement. La seule chose qui serait dommage, c'est que nous n'ayons plus le choix, par un déficit d'information et d'éducation à ces aspects-là, à pouvoir déceler que les sources de plaisir sont multiples, comme les sources d'information sont multiples, comme les canaux d'achat sont multiples, pas qu'Amazon, peut-être qu'il y a quelque chose qui me correspond mieux, etc., etc. Donc, je fais un petit peu le lien, parce que du coup, j'ai pas pu prendre la parole précédemment sur les notions de compétences. La fédération régionale, c'est son métier, en fait, de produire de l'ingénierie sur les métiers, sur les compétences. Et donc, pour pouvoir le faire, ça nous oblige à avoir un spectre assez large de champs d'études et de veille pour voir comment s'insérer dans tout ça. Et je crois qu'il faut largement relever le niveau d'exigence sur ces questions-là, pour nous-mêmes, puisqu'il en va professionnel ou futur professionnel, puisqu'on a des étudiants dans la salle, il en va de notre carrière et en tout cas, tant qu'on ne nous a pas projeté un autre modèle de notre capacité à conduire notre vie en totale liberté, mais aussi pour nos progénitures, je crois une bonne partie de la salle qui en a. Donc je crois qu'il faut avoir vraiment un niveau d'exigence, et notamment vis-à-vis des pouvoirs publics, qui aujourd'hui fournit le gros de l'éducation de la population, et aussi en termes de formation continue. Je crois vraiment que s'il y a un domaine dans lequel il faut être très exigeant envers eux, c'est celui-ci. Merci. Je crois qu'on peut parler aussi du droit à la déconnexion, la possibilité de se déconnecter et avoir le droit de le faire. Et pour pouvoir le faire, c'est vrai qu'il faut avoir une éducation à ça et ne pas être addict, on va dire, à ces instruments qui sont à notre disposition, mais aussi qu'on ait le droit de le faire, parce que dans l'entreprise, on vous demande de plus en plus, et notamment d'être connecté, y compris le week-end, pour pouvoir être réactif. Et parfois, il n'y a pas de temps d'arrêt, ça devient problématique. Je vais juste répondre aussi à madame une petite chose qui m'interpelle, moi. On ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler d'émotion artificielle. Je fréquente, moi, un petit robot bien sympathique qui s'appelle Paper. Tout le monde doit plus ou moins le connaître. Il a des yeux qui s'illuminent, il me parle, il a de l'empathie pour moi. Quand je lui demande s'il est en forme, il me dit oui. Si je lui dis qu'il est gentil et qu'il est beau, il me répond que je suis pas mal non plus. Ce que me répondent pas forcément mes collègues. Et donc je me rends compte que, à défaut du sourire peut-être de celui qui va me donner les clés de ma chambre d'hôtel, parfois si un robot me parle gentiment, ça sera bien aussi, dans la mesure où on se rend compte que nous avons un affect qui se développe de plus en plus envers nos objets connectés. D'abord, messieurs, vous disputiez votre femme quand elle vous indiquait votre route. Maintenant, Madame GPS a toujours raison. Nous avons des rapports particuliers avec nos téléphones à qui nous demandons des renseignements, et parfois il nous répond des trucs à côté de ce que nous avons demandé parce qu'on n'a peut-être pas bien articulé ou autre. Pour autant, on ne va pas casser son téléphone à coups de marteau. Ce qui veut dire que nous avons un rapport particulier et affectif aux objets qui nous environnent, et ces objets connectés qui nous parlent, qui prennent d'ailleurs de plus en plus l'allure d'humains, qui ont des expressions particulières, alors que quand on les regarde, ce ne sont que du plastique et de la connectique. Ça, c'est intéressant de comprendre quelle est l'empathie que nous développons à l'égard de ces machines, alors qu'on ne les développe pas nécessairement vis-à-vis de l'humain. Ça, c'est intéressant à développer aussi.
Une petite intervention. Bon, pardon, excusez-moi, Laurence. 2 minutes. Je crois que Hélène fait une réaction. Non, c'était juste une remarque par rapport à la génération Z et le fait qu'ils sont très connectés en permanence. Ça peut être aussi une force, enfin je veux dire une occasion pour nous de discuter avec eux de manière différente. Je pense à une destination par exemple qui veut s'adresser à cette population-là, mais ils vont arriver par des chatbots, ils vont arriver par du Messenger, ils vont arriver par des réseaux sociaux divers et variés, et à nous de capturer ça, peut-être ils vont basculer sur une vidéo qu'on leur aura proposée, que l'Office de tourisme aura créée, avec un conseiller en séjour qui va leur parler directement. Donc à se dématérialiser, à sortir des murs, parce qu'effectivement c'est comme ça qu'ils communiquent au départ, quoi. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, et ça va nous obliger à nous réinventer, mais c'est le sens, eux ils fonctionnent beaucoup comme ça. Pascal, on t'écoute. Oui, Pascal Broquiero, Office de tourisme du Pays de Grâce. Une petite notion de plus, une petite contribution et un partage d'expérience. En ce qui concerne le futur adulte, humain, appelons-le comme on veut, augmenté, j'aimerais juste introduire une notion de plus, celui qui saura se remettre en question. Je considère très clairement que tous autant que nous sommes dans cette salle, qui pensons avoir développé des choses, imaginer des choses, voilà, demain matin, c'est déjà obsolète. Et ça, c'est important. C'est important dans tous les métiers, parce que un sacré nombre de métiers sont des métiers de réseau. J'ai envie de dire encore plus dans le milieu du tourisme. Nous sommes tous dépositaires d'une petite entité qui fait avancer la chose. En tout cas, qui fait avancer la chose tourisme. Et ça, pour moi, c'est important. D'autant plus dans cet aspect, et je me crée le lien pour la deuxième partie où je vais parler sous le contrôle bienveillant de mon ami Jean-Patrick, c'est que la loi NOTRe a créé des choses, a créé des territoires, a imaginé des choses du fin fond des grands ministères parisiens que nous devons, nous, les clampins de base sur le terrain, remodeler, réimaginer, connecter tout ça de façon à ce que ce soit cohérent. Je parle en termes de territorialisation. Et là, j'en reviens juste en partage d'expérience à ce que vous disiez, madame, dont j'apprécie beaucoup le discours. Je n'arrive pas à lire votre truc, j'ai pas mes lunettes. Donc je regarderai un peu plus en tant que philosophe, parce que quelque part, je crois qu'on a beaucoup à partager là-dessus, et vous éveillez beaucoup de choses et beaucoup de conscience. Mais le partage d'expérience est clair. Quand vous vous retrouvez au fin fond, je vais parler de ce que je connais, quand vous vous retrouvez au fin fond du Pays de Grâce, que vous avez devant vous ni plus ni moins que des pépites, des lieux fantastiques, et que vous allez bien évidemment chercher à mettre tout ça en marché, ou du moins en promotion, imaginer des choses, et que bien évidemment il n'y a pas de réseau, ou pas suffisamment. Nous avons créé une application avec un de nos partenaires, pour ne pas le nommer, Monument Tracker, où nous avons mis en place des visites virtuelles de l'ensemble des 23 communes du Pays de Grâce. Il y en a aujourd'hui, on sait pertinemment que ce sera un peu plus compliqué. Et tout ça fait que nous nous retrouvons, nous, pardonnez-moi, mesdames, messieurs, mais nous, les institutionnels, avec un seul objectif fort, fédérer pour mieux promouvoir. Si je peux me permettre, Jean-Patrick, je parle vraiment sous ton contrôle. Fédérer pour mieux promouvoir. Mais fédérer alors qu'on est à la tête de tant de disparités en termes de promotion, croyez-moi, c'est pas évident tous les jours. Ça nous remet en question obligatoirement, ça remet en question nos stratégies, et puis aussi et surtout, ça nous oblige à ranger notre frein, et croyez-moi, il en faut un sacré stock de freins. Merci. Merci Pascal pour le partage. Une réaction, Jean-Patrick? Non, il a été parfait. Voilà, tu as été parfait, Pascal. S'il y a une dernière question, sinon... On a beaucoup parlé de formation, donc je vais donner la parole à Corinne, parce que la formation, et même au niveau de la Commission européenne, on parle beaucoup de la formation de demain, et je pense qu'elle dirige une entité qui est importante. Un peu, oui. Voilà, donc c'est pas une question, je lui ai donné la parole, je lui force la main, je lui ai dit que j'allais lui forcer la main, mais je pense qu'il est important. Bonjour à tous, donc Corinne Clavessi, je m'occupe du Corinne, venez ici qu'on vous voit, que tout le monde vous voit. Je m'occupe du campus des métiers et des qualifications, tourisme, hôtellerie et restauration sur la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis présente aujourd'hui ici pour justement
pouvoir amener dans les centres de formation toutes ces informations qui sont cruciales pour former les jeunes qui seront sur le marché du travail de demain. Il est évident que le numérique a fortement changé les métiers du tourisme et continuera à le faire. Mais comme vous l'avez entendu tout à l'heure avec Michel Chevillon, les métiers de l'hôtellerie ont également subi de fortes mutations dues à l'impact du numérique, et la restauration est en train de vivre la même chose. Donc le travail du campus, c'est justement faire communiquer. Nous parlions tout à l'heure de la difficulté de faire communiquer et de faire rencontrer les gens qui font de la recherche et les gens qui font et les professionnels, mais nous avons également les mêmes difficultés pour lisser les niveaux, faire rencontrer les gens qui font de la recherche et les gens qui construisent les modules de formation, par exemple, sur la formation professionnelle continue. Donc, un des rôles, le rôle principal du campus, c'est justement faire du lien entre tous ces acteurs et faire en sorte que les formations que nous dispensons sur notre territoire soient le plus efficaces possible pour les jeunes et qui leur permettent une insertion certaine dans les métiers du tourisme et de l'hôtellerie et de la restauration. Voilà. Merci. Bon, une dernière question. Question de Villeneuve Loubet. Tant qu'à faire. Bonjour, c'est plus une réflexion qu'une question en fait, pour un peu rajouter ce que disait aussi Jean-Patrick tout à l'heure. Ce qui va être important, je pense, dans l'avenir au niveau de l'intelligence artificielle, ça va être aussi les données, le choix des données. On a beaucoup de sources de données aujourd'hui et c'est un gros problème. Alors pour nous, Office de tourisme, je vais vous dire, il y a une tendance qui est en train de changer, c'est qu'on a de plus en plus de visiteurs qui reviennent nous voir, plus pour être confortés, pour être rassurés sur ce qu'ils vont faire dans leurs vacances. Parce qu'il y a tellement d'informations qui tournent sur Internet et dont les algorithmes ne font pas le tri, qu'on se retrouve avec des informations fausses. Je vous donne un exemple, vous allez taper aujourd'hui Journée du patrimoine, et ben vous verrez que vous trouverez des programmes des Journées du patrimoine de 2015. Et si vous ne regardez pas les bonnes dates, vous allez vous tromper en fait dans le jour où vous allez y aller. C'est un exemple. Mais aujourd'hui, une information qui a peut-être été envoyée en communiqué presse ou quoi, va être réutilisée par différents supports de communication. Un exemple tout simple, le pambagna, il a une recette, il a ses ingrédients. On ne va pas y rajouter de la salade, des trucs comme ça dedans. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur Internet. C'est un peu gros comment je le présente, mais nous, on s'en est rendu compte, on est sur le terrain, on fait une manifestation. Ah oui, mais moi, sur le site Internet, j'ai vu qu'il y avait ça. Ah ouais, mais ce n'est pas notre information. C'est l'information, comment elle a été véhiculée par un autre support. Donc je pense que là-dessus, il va falloir vraiment faire un gros nettoyage sur Internet d'informations anciennes et qui est justement des plateformes. Alors pour les OT, peut-être d'autres personnes ont dû en entendre parler. On a Apidae aujourd'hui et on est propriétaire de notre information. Il faut utiliser l'information qui est véhiculée par le propriétaire de la manifestation, de l'événement, ou alors du musée ou de l'activité. Je pense que là-dessus, il y a un gros travail à faire, et c'est le travail des offices de tourisme. Et nous, on est très contents aujourd'hui de voir même des jeunes, des millennials, comme on en parle aujourd'hui, venir nous voir parce qu'ils veulent être confortés sur le choix de leurs activités. Peut-être ça répond un peu à ce que vous demandez tout à l'heure. Ben oui, ben peut-être. C'est tant mieux. Notre sourire, il est toujours là pour pouvoir donner les bonnes informations. Je voudrais quand même que la jeune femme qui a levé le doigt, qui nous a parlé du voyage d'affaires, oui, bah, c'est la dernière pour le coup. Hein. Et après, je parlerai au niveau de Teresa, qui n'est pas là aujourd'hui pour l'excuser. Merci. Oui, alors moi je reste toujours assez focus sur le tourisme d'affaires, excusez-moi, hein, c'est ma base, mais quand j'entends tout ça et que je vois et que je suis de la génération, me semble-t-il, de Marion, donc pas connectée puis connectée, il y a un moment donné où il y avait des choses que je voyais du style du 5e élément qui était une science-fiction et qui aujourd'hui n'est plus une science-fiction, mais est notre réalité. Et il y a des choses que vous vous dites, mais cette science-fiction, elle continue d'avancer beaucoup plus vite que je ne peux l'imaginer, et elle devient une réalité qui nous pousse tous. On est me semble-t-il, hein, c'est juste une perception, une impression, on est qu'au virage, et est-ce qu'on se rend compte que l'on n'est qu'à un virage, et qu'on a un demain qui peut être énorme jusqu'à une transformation de notre industrie. C'est-à-dire que, je pense, votre patron intervenait une fois dans une conférence où j'étais, qui parlait de la réalité virtuelle augmentée.
avec une expérience qui viendrait modifier totalement le comportement du consommateur et le comportement du fait de l'industrie. Si le touriste d'affaires, encore plus concerné, n'est plus en déplacement, mais en projection, et tout ce que cela peut considérer, est-ce qu'on ne doit pas regarder la gare prochaine plutôt que d'essayer de rattraper le train? Parce que là, c'est une transformation complète de l'industrie. Et est-ce que finalement, on n'y est pas déjà? Voilà, c'était ma réflexion, parce que ça peut changer beaucoup de choses encore. Je pense que David vous a un peu répondu tout à l'heure. Enfin, il me semble. Osons, voilà. Ta réponse est courte et concise, merci. Alors tu veux parler de Teresa? Oui, une personne n'est malheureusement pas là parce qu'elle est coincée dans les transports, Teresa Colombi, qui était la seule PME de cette table ronde, qui anime au niveau Telecom Valley la commission User Interface, User Experience, et ce qui est fondamental parce qu'on parle du client, on parle de la manière de tout ce qui est intelligence et autres, mais l'expérience utilisateur, on en a tous parlé, est importante. Elle me donne un exemple d'un chatbot. Alors c'est beau un chatbot, mais s'il n'y a pas de données derrière, s'il n'y a pas d'intelligence derrière, ça ne sert strictement à rien. Elle prenait l'exemple d'une entreprise, d'une personne qui voulait avoir le meilleur restaurant de San Francisco. On lui a donné, donc elle a interrogé un chatbot qui lui a donné des réponses. Les réponses ne lui convenaient pas. Et la réponse, elle a dit, je voudrais manger un sushi. Et on lui a dit, le meilleur sushi, c'est à Londres et à Tokyo, sans tenir compte qu'il était à San Francisco. Donc derrière, la compréhension de l'utilisateur. Et donc pour terminer, donc malheureusement, elle n'est pas là. Mais pour terminer, je voulais juste lancer une petite vidéo assez amusante pour clore, si tu le veux bien, cette table ronde, sur ce que n'est pas ou ce que ne devrait pas être un chatbot. Si on peut la lancer, si elles sont. Alors, une randonnée pédestre. Voilà. Je cherche un circuit de randonnée pédestre à Aubagne ou autour d'Aubagne ou à la Destrousse ou voilà un coin pour pique-niquer. Voilà, je ne sais plus quoi dire. Voilà, une randonnée marché. J'ai tout dit là. Hein. Alors non. J'ai trouvé uniquement une réunion. Mais je veux pas de réunion, moi. Mais elle est con. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce n'est pas gentil. Alors, je vais changer ma question. Une balade sur Aubagne. Voilà, un circuit. Désolée, je ne prends pas cela en charge sur cet appareil. Hein? Quoi? Qu'est-ce que... J'ai pas compris. Qu'est-ce que... Et voilà, j'ai trouvé ceci sur le web pour qu'est-ce que j'ai pas compris. Oh, mais ça va pas. Alors, est-ce que tu connais Pagnol? Hein? Pagnol, les randonnées de Pagnol, Fond de Mai. Est-ce que tu connais tout ça? C'est le sketch. Je ne parviens pas à vous faire écouter ceci. Que voulez-vous écouter? Mais je veux pas écouter, je veux marcher. C'est pas possible. Ok, voilà, c'était juste pour terminer cette table ronde. Bon, merci, ça nous a bien fait rire. Je crois que ça a bien résumé la situation.